Quand vous avez autant d'argent autour de vous, c'est bien difficile de ne pas franchir la ligne. Vous avez franchi la ligne? Oui, oui. Oui, j'ai franchi la ligne. Ils étaient des employés modèles, au-dessus de tout soupçon. Comptables, trésoriers, secrétaires, ils travaillaient au sein d'une institution publique française. L'argent leur a fait tourner la tête au point de les transformer en spécialistes du détournement de fonds. Il faut arrêter d'être naïf, de croire qu'on vit chez les bisounours, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ben non, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles avec de l'argent public. Bon, c'est dommage. Elle a été assez maligne, petite souris, pour passer entre les mailles d'un filet. Pendant des années, personne n'a rien vu. Aucun contrôle ne les a démasqués. Et ce sont parfois des millions de deniers publics qui ont ainsi pu s'envoler. Vous n'avez pas toujours l'œil, parce que vous avez le système de confiance. Quand vous avez le sentiment d'être impuni, il ne se passe rien, vous n'avez aucune sanction, on continue. En France, entre 2006 et 2011, la justice a prononcé 437 condamnations pour détournement de fonds publics. Un délit d'autant plus grave quand il est commis par un comptable ou une personne chargée d'une mission de service public. Pour s'en apercevoir, il suffit d'ouvrir le code pénal à l'article 432-15. Cette infraction peut être punie jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Ces affaires font régulièrement la une des journaux et aucune institution n'est épargnée. Conseil général, lycée, hôpitaux ou encore établissement français du sang avec 8 millions d'euros volés. Partout en France, le scénario est toujours le même. Des anonymes dérapent avec votre argent. Leur escroquerie est souvent très simple en apparence et surtout, ils parient sur les failles des systèmes de contrôle. Voici les histoires de 2 salariés irréprochables emportés dans la spirale du détournement. L'un gérait les comptes d'une petite mairie de campagne près de Belfort. L'autre était comptable au sein du prestigieux Opéra national de Bordeaux. Vous allez découvrir comment de petits escrocs arrivent à s'emparer de gros butins. Au beau milieu des champs, se niche un petit village de 1500 âmes, Chèvremont. Une église, 2 écoles et quelques commerces. Une commune a priori sans histoire et pourtant, en 2005, un scandale éclate à la mairie. 225 000 € ont été détournés, évaporés. L'affaire va même propulser Chèvremont à la une des journaux. Un gros trou dans les caisses de la commune de Chèvremont, dans le territoire de Belfort. L'auteur des faits est connu de tous. C'est le secrétaire général de la commune. Pendant 4 ans, il a réussi à voler cet argent sans éveiller le moindre soupçon. Pierre Lab, cheminot à la retraite, est le nouveau maire du village. En 2005, il n'était qu'adjoint, mais il se souvient encore très bien des faits. L'ex-secrétaire général travaillait ici, dans ce bureau, aujourd'hui occupé par son remplaçant. C'est là qu'il a manigancé ses détournements et volé les 225 000 €. Pourtant, dans cette petite mairie, ne cherchez pas, il n'y a pas d'argent. La mairie n'a pas de chéquier, elle n'a pas de carte bleue, rien du tout. Elle n'a pas d'argent. Pas la peine de venir dans une mairie chercher de l'argent, il n'y en a pas. Alors, comment l'ancien secrétaire a-t-il pu subtiliser autant d'argent en 4 ans? Eh bien, sa technique n'était pas très compliquée. Il a volé ces simples bouts de papier des bons communaux. Et voilà les fameux bons. Ça, c'est un ancien, c'est un bon de commande pour du matériel d'atelier. Facture adressée à la commune de Chèvremont. Ces documents, frappés du tampon du village, sont normalement distribués aux agents municipaux. Avec ça, ils achètent dans les magasins de la région des fournitures pour les différents services de la commune. À l'époque, ces bons n'étaient pas nominatifs. Remplis à la main, il suffisait simplement d'y indiquer un intitulé vague,
comme matériel atelier pour pouvoir s'en servir. C'était du matériel d'atelier, mais dans la réalité, il y avait d'autres choses qui étaient sur les factures. Parce qu'on l'a su après, quand on a vu les factures, il y avait du parquet flottant qui avait été acheté, il y avait des tas de choses côté, qui n'ont jamais été posées à la commune. Mais comment une escroquerie aussi simple a-t-elle pu se produire dans un si petit village? Tout simplement parce que l'homme était au cœur du système. Il signait et délivrait les bons. Ensuite, c'est lui qui réceptionnait les factures des magasins. Et c'est encore lui qui établissait en toute confiance un mandat de paiement au comptable public pour régler l'addition sur le compte de la mairie. Enfin, il s'arrangeait pour que ces achats passent pour des dépenses communales crédibles. C'est comme ça que le secrétaire a réussi à détourner ses bons pour lui et sa famille sans que personne ne s'en aperçoive. Vous n'avez pas toujours l'œil, parce que vous avez le système de confiance. Et vous ne pouvez pas éplucher, vous n'êtes pas secrétaire, vous n'êtes pas un maire tel qu'il soit, que ce soit moi, que ce soit mon prédécesseur ou que ce soit celui qui va me succéder. Il n'a pas la formation de comptabilité pour gérer toute la comptabilité de la commune. Et cette confiance aveugle, le secrétaire a su en profiter au maximum. Avec sa mère et ses 2 sœurs, ils remplissaient leur chariot de course avec l'argent de la mairie, de l'alimentaire, des jouets ou encore de l'alcool. Une fièvre acheteuse en famille qui va durer 4 ans. Et c'est justement dans les allées de ce supermarché que le poteau rose est découvert par cette femme. Elle préfère rester anonyme, mais se souvient comme si c'était hier de ce matin de printemps 2005 où elle faisait ses emplettes. Je suis rentré dans le magasin et puis 2 dames qui faisaient leurs courses m'ont un peu interloqué parce qu'elles avaient déjà très tôt le matin le caddie plein avec des jouets, c'était pas Noël mais il y avait des jouets, il y avait tout dessus, ça débordait. Puis ma foi dessous, il y avait des bières, il y avait tout ce qu'on voulait. Je suis passé derrière elle à la caisse. Et donc elle finissait de payer, mais il y en avait une qui avait une calculatrice puis qui demandait à la caissière ça fait combien, ça fait combien. Au final, le montant des 2 chariots s'élevait à 500 €. Mais au moment de payer, les 2 femmes ont simplement donné à la caissière un bon estampillé Chèvremont. Elles sont reparties avec leurs achats sans rien débourser. Alors j'ai dit c'est pas possible, moi j'ai dit je suis de Chèvremont et puis ces dames je les connais pas et puis moi j'y ai pas droit, moi j'ai pas le droit de faire mes courses avec des bons comme ça, donc qu'est-ce que c'est que ça? J'étais vraiment choqué et puis je me suis arrêté chez mon beau-frère, je suis même pas rentré à la maison, puis il me dit écoute je lui raconte, il me dit je dois téléphoner au maire ce matin, eh bien je lui en parle. L'affaire est partie comme ça. Le secrétaire avouera tout et sera immédiatement révoqué. Mais pourquoi toute cette famille s'est engouffrée dans cette escroquerie? L'homme expliquera son geste par la situation financière critique de ses proches. Il aurait donc décidé de tout faire pour les sortir de l'impasse. Les détournements ont duré 4 ans sans que la famille ne soit inquiétée. Pourtant, il y a bien une personne qui s'était posé des questions. Le comptable public. C'est lui qui réglait les factures au nom de la mairie et certains achats lui semblaient parfois douteux. Ce qui a commencé à poser problème, c'est le jour où le Trésor public a commencé à voir qu'il y avait des achats de whisky, de mousse à raser, par exemple au profit de la crèche. Des dépenses étranges que le comptable va signaler à plusieurs reprises à la mairie. Rapidement, ces alertes sont balayées et pour cause. L'alerte, elle arrivait où? Chez le secrétaire. Qui dit oui, monsieur, pas de souci. Pas difficile de chasser les doutes, car la personne censée contrôler les bons communaux, c'était l'escroc lui-même. Et il est allé encore plus loin. En parallèle des détournements, l'homme avait réussi un autre tour de passe-passe. C'est ce que va découvrir Stéphane Werther, enquêteur à la brigade de recherche de Belfort. Le secrétaire avait trouvé un moyen très ingénieux pour compenser les sommes volées à la mairie. Quand des travaux étaient prévus dans le village, par exemple, il montait des dossiers de subventions falsifiés auprès des organismes publics. Le but, obtenir un maximum de subventions pour contrebalancer ces détournements.
L'homme équilibrait les comptes, ni vu, ni connu. Alors comme exemple, je pourrais vous demander, il y a eu des trottoirs de fait à un moment sur la commune de Chèvremont. Pour ces trottoirs, il y a une facture de fait par une entreprise de BTP de la région. Et lorsqu'il envoie un dossier de subvention pour ces trottoirs, falsifie la facture et augmente le montant, de façon à obtenir le maximum de subventions qu'il pouvait avoir par le conseil général ou la préfecture, je ne sais plus exactement. En tout, il a obtenu frauduleusement des dizaines de milliers d'euros de subventions indues. Pour toutes ces malversations, le secrétaire ira devant la justice. Ici, on le voit lors de son procès, en 2009. Il sera condamné à rembourser et passera plusieurs mois derrière les barreaux. Nous l'avons contacté par mail, mais il n'a pas souhaité témoigner. J'ai reconstruit ma vie. Je rembourse le préjudice que j'ai causé à la commune de Chèvremont. Je vis avec mon erreur, mais je ne vais pas m'épancher. Aujourd'hui, il aurait changé de métier et serait cuisinier. Il a déjà remboursé 160 000 euros à la commune sur les 225 000 euros détournés. Dans cette mairie de village, le secrétaire a pu voler beaucoup d'argent public car les garde-fous étaient très modestes. D'autres institutions, bien plus importantes, sont mieux protégées mais elles subissent parfois le même sort. Et les contrôles s'avèrent là aussi totalement défaillants. À Bordeaux, au cœur du centre-ville, l'Opéra national en a fait l'amère expérience. Budget annuel 30 millions d'euros, dont plus de 70% proviennent de subventions publiques. L'an dernier, dans les coulisses de ce monument historique, un scandale a été dévoilé. L'Opéra a été victime d'un détournement de fonds qui donne le vertige. 2 millions d'euros se seraient volatilisés. Les soupçons se portent très vite sur une fidèle employée, Corinne, la régisseuse. Pendant 10 ans, sa hiérarchie n'aurait rien vu de ces malversations. Et cette femme, la voilà. Aujourd'hui révoquée, son quotidien est ponctué par les rendez-vous avec son avocate. Bonjour maître. Bonjour madame, ça va bien? Ça va. Pour la première fois, elle a accepté de revenir sur cette affaire. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Ce geste-là est pour moi un geste qui n'aurait jamais dû exister, mais qui a existé. Cette femme, aujourd'hui dévastée et en dépression, avait pourtant à l'époque un poste clé à l'Opéra. Elle était la responsable de la régie comptable. Une régie destinée aux dépenses urgentes, comme le règlement des salaires des artistes intermittents, le remboursement de leurs notes de frais et autres petites dépenses. Pour tout ça, elle avait accès au chéquier de l'Opéra et à une caisse avec de l'argent liquide. Chaque année, elle voyait passer des millions. Quand vous vivez au théâtre, payer un artiste 30 000 euros, ça vous paraît énorme, mais c'est courant. Donc vous n'avez même plus la notion de cet argent, ce que ça peut représenter. Et vous vous dites, pourquoi pas moi? Elle qui connaissait très bien les rouages de la régie, va donc déraper et détourner des fonds. Elle dit alors avoir mis en place un système simple. Derrière son écran, sur son logiciel comptable, elle explique avoir créé de fausses lignes sur un compte où d'après elle on ne lui demandait pas trop de détails, celui des rémunérations des intermittents. Par exemple, elle ajoutait une ligne avec un salaire pour un artiste, puis établissait en fait le chèque à son profit. Elle a aussi volé des sommes en liquide qu'elle aurait piochées dans la caisse destinée au défraiement. Le soir, elle quittait parfois l'Opéra après avoir glissé discrètement dans son sac chèque ou billet sans éveiller le moindre doute. J'étais assez bête pour le faire par chèque. C'est pour vous dire l'impunité que je voyais. Vous remplissiez des chèques à votre nom? Tout à fait. Et vous les déposiez où? Sur mon compte. Pendant des années,
personne n'a rien remarqué à l'opéra. Pourtant, Corinne s'est parfois versé des chèques de plus de 40 000 €. Il faudra attendre avril 2012 pour qu'un collègue découvre des chèques suspects de plusieurs dizaines de milliers d'euros au profit de la régisseuse. C'est le début du scandale. Mais pourquoi ces détournements n'ont pas été démasqués plus tôt ? La régisseuse a, semble-t-il, réussi à endormir la vigilance des responsables de l'opéra. Embarrassés, l'an dernier, quand l'affaire a éclaté, ils ont donné une conférence de presse pour s'expliquer. Le directeur adjoint administratif et financier au-dessus de Corinne disait ne pas comprendre la situation. Si on avait pu une seconde penser que ce mode opératoire pouvait être mis en place, il était évident que nous aurions mis des barrières qui auraient empêché que ça puisse exister. Pourtant, le scénario décrit par Corinne est très simple. Selon elle, au moment de rendre des comptes sur les salaires versés aux intermittents, la régisseuse émettait plusieurs documents. Le premier, concis, était transmis à ses supérieurs à l'opéra. Là, pas de problème, elle ne justifiait pas forcément ses frais. Mais elle devait aussi envoyer d'autres documents plus détaillés au comptable du Trésor public chargé de vérifier les dépenses de ce compte. Là, elle devait joindre tous les justificatifs. Comme elle n'en avait pas pour les sommes détournées, Corinne dit avoir supprimé des lignes de dépenses dans le document récapitulatif sans en modifier le total. Au final, il manquait de l'argent, mais d'après elle, personne ne se serait donné la peine de refaire les calculs. On pouvait s'en rendre compte, à condition qu'on prenne le compte et qu'on pointe, et qu'on fasse une addition. C'était une question d'addition, tout bêtement. Ces éventuelles défaillances et l'importance des sommes détournées vont finir par poser question au sein du conseil municipal de Bordeaux. La séance est ouverte. Le mois dernier, Jean-Michel Pérez, un élu d'opposition qui siège au conseil d'administration de l'Opéra, demande des explications. Le maire Alain Juppé, en personne, va alors prendre la parole sur le sujet. Il y a eu à l'évidence un dysfonctionnement grave qui a duré longtemps et qui n'a été détecté ni par les services administratifs ni par les services comptables. Donc j'espère que la procédure judiciaire permettra de faire toute la lumière là-dessus. Nous sommes partie civile. Quant à la remise en ordre du dispositif, les régies sont toujours des secteurs très sensibles. Je crois que la meilleure façon, c'est de diminuer considérablement le périmètre de la régie pour faire en sorte qu'on manie moins d'espèces. L'Opéra n'a donc rien vu. Le comptable public non plus. Et le plus incroyable, c'est que cette maison était contrôlée tous les 5 ans par la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine. Mais elle non plus n'a rien vu. Franck-Gilbert Banquet est le président de cette chambre. On va passer par là. Il explique que le rôle de la Chambre n'est pas forcément d'éplucher les comptes d'une régie en profondeur. Nous intervenons en contrôle ultime. Je vous le répète, et par conséquent, nous contrôlons les contrôles. Nous ne contrôlons pas toujours directement, ce n'est pas possible. La Chambre régionale des comptes fait de très nombreuses enquêtes et l'Opéra de Bordeaux ne mobilise pas les 60 personnes de la Chambre régionale des comptes. Le dernier contrôle en 2010 n'avait donc rien constaté d'anormal sur la régie. Nous avons alors interrogé l'Opéra sur les éventuelles défaillances de leur contrôle interne, mais ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils se sont retranchés derrière le secret de l'instruction en cours. L'Opéra est impérativement tenu au secret de l'instruction et n'entend pas y déroger. L'instruction devrait permettre d'éclaircir ces zones d'ombre et peut-être de comprendre pourquoi cette femme sans histoire a organisé cette incroyable fraude. Elle explique que c'est en 2006 que tout s'accélère particulièrement, quand son mari tombe très malade. Mon mari qui a été gravement malade en 2006, c'est là vraiment, on peut dire que ça s'est emballé, mais comme on m'avait annoncé sa mort imminente, j'ai tout fait, tout. Pour son mari aujourd'hui en voie de guérison, elle dit avoir notamment acheté des médicaments, mais surtout
elle aménage confortablement leur maison située dans la campagne bordelaise. Cette maison, la voici, aujourd'hui en vente à près de 700 000 €. Une grande piscine, un jacuzzi et une décoration très soignée. Bref, un train de vie bien au-dessus de leurs moyens. Quand vous avez de l'argent, vous savez pas, vous le voyez pas filer en fait. Ça va très vite, très très vite. J'avais des achats compulsifs, j'avais ce genre de choses. Donc bien sûr que je vous dis, moi je m'achetais une robe à 500 €, je m'achetais une robe à 500 €, et puis c'est tout. Aujourd'hui, Corinne se dit soulagée d'avoir été stoppée. Elle va sûrement devoir rembourser l'argent qu'elle a volé à l'opéra et risque même la prison. Elle attend maintenant son procès dans quelques mois.